Dans ma vie de trentaine d'années, j'ai vécu suffisamment des expériences marquantes. Il y a eu des hauts et des bas, et surtout des épreuves à la fois personnelles et non personnelles insupportables. Dans ce podcast, je revis avec vous un événement qui a énormément marqué mon pays, le Kenya. Un récit que je fais en me basant sur mes souvenirs d'adolescent, ainsi que sur les résultats de mes recherches dans des articles de presse provenant de différentes sources. Par le biais de ces témoignages et informations, je voudrais offrir une voix aux souvenirs et aux leçons tirées. En parlant, je cherche aussi à comprendre comment un moment tragique peut marquer à jamais une nation, changeant de vie pour toujours. Chers auditeurs et auditrices, en écoutant ce podcast, pensez d'abord à l'endroit où vous vous trouviez lorsque cette tragédie s'est produite. Pour celles et ceux qui étaient beaucoup plus jeunes, ou n'étaient même pas encore nés à l'époque, réfléchissez à l'impact de ce drame sur les Kenyans et Kenyanes en général. Deuxièmement, je vous invite à méditer sur les histoires qui se cachent derrière les visages et les noms que l'on a perdus ce jour-là. Bienvenue aux Réalités kenyanes, l'ombre du terrorisme, premier épisode, réalisé et présenté par Cynthia Okumu. Bonne écoute. C'est un vendredi ordinaire, le 7 août 1998, le dernier jour des cours avant les vacances du deuxième trimestre. Je suis en septième et donc j'ai 13 ans. J'arrive à la maison vers 11h, mes deux petites sœurs sur mes talons. La chaleur douce de cette journée, des notes excellentes dans mon sac et l'impatience de montrer à mes parents le soir, tout semble parfait. Mais alors que je pose mon sac, prête à m'installer sur le canapé, un bruit sourd résonne. Une scène inimaginable s'affiche à l'écran de notre télévision. C'est de la pagaille et de la confusion partout dans la capitale du pays. Et ce que je m'apprête à voir va marquer à jamais cette journée et tout ce que j'ai cru immuable. Bomb blast in Nairobi. En français, explosion de bombes à Nairobi. C'était des nouvelles de dernière heure. Apparemment, en milieu de matinée du même jour, une énorme explosion venait de dévaster l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques minutes plus tard par une autre déflagration à Dar es Salaam en Tanzanie. En changeant de chaîne, c'était des messages pareils partout, mais étant jeune et plutôt naïve, ces gros titres sur l'écran de notre télévision m'ont moins frappé que les images diffusées en direct par les journalistes sur place. À travers celles-ci, ainsi que les témoignages de personnes présentes sur les lieux de l'explosion, je pouvais voir que ce qui s'était passé ou était en train de se passer avait eu un impact dévastateur sur les individus qui s'y trouvaient d'une part, et d'autre part, sur les bâtiments touchés et ceux qui entouraient la scène de l'attaque. Une scène que je décrirais comme le reflet d'une destruction totale. Il y avait un mélange de victimes désorientées et de Kenyans désirant à aider mais ne sachant pas comment s'y prendre. De nombreuses personnes ont été blessées par les éclats de verre qui se sont détachés du bâtiment effondré.
Je me souviens encore des images troublantes de certains nombres de victimes trempées dans leur propre sang, alors qu'ils se déplaçaient ou qu'on les aidait à s'éloigner de l'endroit où l'accident s'était tenu. Sur la route à proximité immédiate des bâtiments affectés, on pouvait voir des images floues de passagers et de conducteurs allongés dans des véhicules de service public. D'après un journaliste, la plupart d'entre eux ont perdu la vie instantanément et d'autres automobilistes ont été brûlés vifs dans le brasier qui s'en est suivi. Pendant 45 minutes, je suis restée assise dans le salon, sans bouger ni manger, mes yeux rivés sur la télévision et à la fois essayant de digérer tout ce qui venait d'arriver à notre pays, à notre patrie. Bien que je ne sois pas physiquement présente sur les lieux de l'explosion à Nairobi, je me suis sentie accablée par les différents scénarios montrés auprès de l'écran. Scènes sanglantes, débris des éclats de verre et de pierre, appels à l'aide des victimes et des secouristes, tous confirmant que l'auteur de l'attaque devait être monstrueux et déshumanisé de pouvoir orchestrer un tel acte envers ses prochains. En effet, j'avais plusieurs questions en tête en suivant les nouvelles de l'actualité. Qui en est responsable? Pourquoi a-t-il ou a-t-elle choisi notre pays? Pourrait-il s'agir de politique? Serait-ce un ou une ennemie issue d'un autre pays? En essayant de trouver des réponses à ces questions, une autre nouvelle de dernière minute a été diffusée. Al-Qaeda terrorist group responsible for the twin explosions at the American embassies. Ce que voulait dire en français? Groupe terroriste Al-Qaïda responsable des 2 explosions aux ambassades américaines. C'était ma première fois d'entendre parler du terme terroriste. Et la nouveauté du concept de terrorisme en mon vocabulaire linguistique était elle-même quelque chose de très intriguant. Comment se fait-il que je n'avais jamais tombé, même par hasard, sur ce mot? Serait-il peut-être parce qu'à l'époque, je ne fus pas assez grande à pouvoir le reconnaître? De toute façon, une chose était certaine, que le terrorisme était du jamais vu ni du jamais vécu au Kenya. D'ailleurs, pour autant que je sache, les problèmes auxquels nous faisions face régulièrement au pays n'étaient pas ceux de la guerre ni du combat, mais ceux liés à la corruption, pauvreté et affrontements tribaux parmi les autres. Du moins, c'est ce que j'entendais souvent dans les médias et dans la bouche des adultes qui m'entouraient. Pas une seule fois, je n'ai entendu parler du mot terrorisme ni attentat terroriste. Plus je continuais à suivre les mises à jour cet après-midi-là, plus je me suis rendu compte d'une chose. Que malgré l'horreur qui s'est produite par les événements en cours, la solidarité et l'esprit de fraternité dont ont fait preuve le peuple kényan étaient indéniables.
Il y avait ceux qui ont porté secours aux personnes coincées sous l'amas de débris des bâtiments effondrés. Certains ont crié fort, juste pour vérifier s'il y avait encore des individus piégés dans les ruines afin de les en sortir. D'autres ont aidé à soulever, porter ou simplement accompagner les victimes hors de la scène de l'accident. Et d'autres encore ont prodigué les premiers soins à celles-ci. C'était un geste aussi encourageant qu'inspirant. Et franchement, j'ai ressenti un sentiment de fierté légitime d'être kenyane. Et les voir s'unir en pleine crise était la seule chose qui m'avait apporté de l'espoir en toute cette situation difficile. Pourtant, malgré la volonté et le désir à aider de quelques Kenyans et Kenyanes, le décès tragique de l'une des victimes de l'attentat est un aspect que je n'ai jamais oublié à ce jour. Car je me souviens très clairement comment ces sauveteurs l'appelaient par intervalles, la rassurant qu'ils en sortiraient vivantes. À son tour, elle leur avait répondu, mais à voix basse, confirmant qu'elle était encore là et qu'elle espérait aussi s'en sortir saine et sauve. Elle s'appelait Rose. Madame Roselyne Wanjiku Mwangi. Elle était coincée sous les fragments de débris provenant de Ufundi Cooperative House, qui fut le bâtiment où elle travaillait. On a diffusé en direct les hommes qui étaient en train de travailler sans relâche pour principal objectif de soulever les blocs qui s'étaient empilés sur elle. Bien évidemment, ils ont fait de leur mieux pour essayer de la sauver, mais malheureusement, 1 ou 2 jours plus tard, lorsqu'on l'avait appelée, elle ne leur avait plus répondu puisqu'elle avait finalement succombé. Je dois avouer qu'après 2 décennies et demie, je ne me souviens plus clairement de l'heure exacte du jour ou de la nuit que Madame Rose était décédée. Mais ce qui demeure clair en mon esprit, c'est le fait que j'ai été touchée et tellement affectée par son décès, une nouvelle que j'ai apprise le matin du dimanche 9 août, plusieurs heures après une mission de sauvetage infructueuse. J'ai pleuré à chaudes larmes dans ma chambre ce matin-là, comme si c'était pour ma propre mère. Le décès de cette dame m'a durement frappé et je ne sais pas pourquoi. Je me suis souvenu de la façon dont elle s'efforçait de répondre aux appels de ses sauveteurs. Sa voix s'affaiblissante à chaque instant. La douleur était immense. Et c'est désormais que la réalité d'un attentat terroriste m'a saisi. J'ai fortement maudit les auteurs de ce crime odieux. Imaginez ceci. Vous êtes allongé au rez-de-chaussée d'un bâtiment, coincé sous un amas de débris du même immeuble, qui est composé de 7 étages et qui s'entasse sur vous pendant plusieurs heures. Les personnes font de leur mieux pour vous accéder afin de vous secourir,
Mais le débris de blocs, de métal et de verre brisé ne leur permettent pas d'accélérer le processus. Vous avez du mal à bouger et à respirer librement. C'est inimaginable. Ce fut une mort lente, douloureuse, torturante et terrible, qu'à chaque fois que je revois la scène, j'ai le souffle coupé. Que l'âme de Madame Rose, la bougie du Kenya sous le vent, repose en paix éternelle. Que les âmes des 226 autres victimes de l'explosion trouvent également le repos éternel. 26 ans plus tard, de nombreux survivants restent mutilés à vie et portent encore les cicatrices de cette journée fatidique. D'autres ont été aveuglés par des éclats de verre ou ont eu les membres coupés par des objets tranchants. En tout, l'attentat a fait environ 227 morts et à peu près 5000 blessés. Aujourd'hui adulte, je me pose toujours ces questions épineuses. Avons-nous, en tant que Kenyan, et en tant que le monde, tiré des leçons à partir des événements du 7 août? Le traumatisme, la douleur et la perte liées au terrorisme. Comment y faire face? Le président kenyan de l'époque, son Excellence Daniel Toroitich Arap Moi, actuellement décédé, avait exprimé les inquiétudes du gouvernement kenyan face à cette attaque. Il avait remarqué que le Kenya était un pays pacifique et qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était devenu une cible d'un attentat terroriste. Mon opinion personnelle, juste comme tout le monde, le gouvernement n'avait peut-être jamais prévu qu'un attentat d'une telle ampleur se produirait dans le pays. Et peut-être il n'était donc pas préparé à en gérer les effets, car tout cela était une nouveauté pour tout le monde. Si ma mémoire est bonne, une équipe de secours israélienne s'est jointe aux officiers kenyans les jours qui ont suivi dans la mission de sauvetage. Un geste qui a été tellement salué et apprécié par le gouvernement kenyan, qui ne disposait pas d'équipement et de ressources suffisantes pour le faire. N'y a-t-il pas eu des indices d'une attaque terroriste dans le pays? En faisant mes recherches pour la production de cet épisode il n'y a pas si longtemps, j'ai appris à partir d'un fichier en ligne que l'ambassadrice des États-Unis au Kenya de l'époque, Prudence Bushnell, avait lancé en vain un avertissement à ses supérieurs sur l'attaque imminente, mais que son avis avait été rejeté comme une menace de moyenne importance. Mais depuis ce vendredi noir, la perception du Kenya et le monde envers la terreur a-t-elle vraiment changé? Loin d'être un simple acte de violence, cette attaque a révélé les failles de la sécurité nationale et a mis en lumière le Kenya comme une cible de terrorisme. Cela a-t-il suffi
Ou n'était-ce que le début d'une série d'autres attentats à venir? Pour en savoir plus, rendez-vous dans le 2e épisode de cette série qui vous sera bientôt disponible. Merci à toutes les personnes qui m'ont accordé le soutien nécessaire pour créer ce podcast et à vous toutes et tous de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à liker, partager et laisser un commentaire et plein d'étoiles. Merci.